Les larmes coulent sur mon visage alors que j'écris ceci, me sentant totalement piégé et perdu. À 30 ans et 31 semaines de grossesse, j'avais toujours cru que la maternité était la progression naturelle après le mariage. Les élans de fièvre du bébé m'avaient consumé, me faisant croire que c'était mon vrai désir. Comme j'avais tort. Je ne me suis jamais vu comme maternelle, préférant être la tante cool avec un partenaire merveilleux, explorant le monde ensemble. La vie, cependant, avait d'autres plans, m'offrant un partenaire dévoué qui voulait profondément des enfants, et je me suis laissé emporter par ses rêves. Pourtant, maintenant, à seulement 9 semaines de la date prévue, la dure réalité s'abat sur moi, pas de cette vie. Mon identité a été dépouillée, réduite à néant, à part mon état de grossesse. Disparus sont les lauriers et les accomplissements qui me définissaient autrefois, remplacés par des questions incessantes sur le bébé. Des étrangers envahissent mon espace personnel avec des touches non désirées, tandis que la famille et les amis offrent des conseils non sollicités qui m'agacent. Les questions constantes sur l'allaitement me donnent l'impression d'étouffer, haletant pour de l'air dans cette nouvelle réalité écrasante. Le ressentiment envers mon partenaire bout en moi, se transformant lentement en haine. Alors que je subis les épreuves et les tribulations de la grossesse, il est accueilli avec des tapes congratulatoires dans le dos, une opposition flagrante à ma propre expérience. Le nom de bébé que nous avons choisi, autrefois source de joie, me semble désormais comme un carcan autour de mon cou, alors que les articles aux initiales de parents trop enthousiastes en cimentent la permanence. La réalité imminente de l'accouchement me remplit d'une terreur qui consume chacun de mes instants de veille, les options d'une césarienne ou d'un accouchement vaginal étant également terrifiantes. Mon esprit s'égare dans des endroits sombres, envisageant le divorce, l'abandon de mes droits parentaux et la disparition dans le néant. Mon partenaire serait sans aucun doute entouré d'amour et de soutien, alors que je suis aux prises avec la connaissance que je ne peux tout simplement pas affronter ce nouveau chapitre. La peur et le piège m'étreignent le cœur, alors que je lutte pour trouver mes repères dans ce paysage inconnu, aspirant à une échappée des attentes étouffantes qui menacent de me noyer. Pour commencer, je suis un homme de 32 ans, mesurant 5 pieds 11 pouces, chauve et costaud. J'ai une barbe hirsute, une dent ébréchée et une voix presque féminine. Mon estime de soi s'est effondrée et a chuté lorsque ma fiancée m'a quitté pour un autre homme. J'ai perdu mon emploi, mon appartement et j'ai dû emménager chez mes parents. Mes amis ont tous commencé à vivre leur propre vie avec leur famille et je suis essentiellement isolé, à part me confier à mes parents qui se plaignent que la retraite signifie à peine s'en sortir financièrement pour le reste de leurs jours. Ajoutez à cela le temps, les choses ont été maussades pour le moins. J'ai travaillé sur l'amélioration de mon poids et de mon régime alimentaire. J'ai essayé de socialiser, mais ça semble que je me bats contre mes propres démons. Les emplois sont rares, donc en tant qu'enseignant, j'ai dû me retrousser les manches en devenant remplaçant jusqu'à ce que les choses s'ouvrent au printemps. Je ne minimise pas mes bénédictions, mais cette spirale tragique m'a fait douter de l'espoir quand j'en ai le plus besoin. Je me sens et me vois comme une poubelle la plupart des jours. Cependant, aujourd'hui, alors que je faisais l'appel, une fille qui est visiblement autiste s'est approchée de moi pendant que j'écrivais les noms des étudiants et m'a dit « Vous êtes jolie ». J'ai arrêté, certain de m'être mépris, et j'ai demandé « Pardon, qu'avez-vous dit ? Vous êtes jolie ». Il n'y avait pas de remarque malicieuse à suivre, pas de gloussement, rien indiquant un mensonge ou une tromperie. Elle l'a dit comme un fait évident. J'ai été choqué pendant quelques secondes. Personne n'a jamais mentionné positivement mon apparence auparavant, si ce n'est un parent ou une ex-infidèle. J'ai simplement répondu « Merci pour le compliment, je l'apprécie ». Mais j'ai ressenti une chaleur immense en l'entendant et j'ai voulu pleurer tout en souriant. Je me suis distrait en réorganisant la classe pour le plan de cours de la journée. Pour citer un homme que je sens être moi la plupart des jours, c'est agréable de gagner une fois. Je sais que je pourrais enfreindre les règles, mais ceci est un compte jetable, donc je suis vraiment désolé. À tous ceux qui ont commenté et envoyé des messages sur mon post original, je tiens à dire merci. J'ai écrit cela en pleurant seul dans la salle de bain la nuit et toutes les personnes qui ont écrit les choses les plus positives m'ont vraiment beaucoup aidé. Je sais que je n'ai pas commenté sur aucun d'entre eux, mais je tiens à vous dire merci beaucoup. L'un des premiers commentaires que j'ai vus était que je pourrais avoir une dépression prénatale ou anténatale. Donc, la première chose que j'ai faite ce matin était d'appeler un psychiatre. Ils m'ont réservé un rendez-vous d'urgence parce que j'ai révélé que j'étais enceinte et que j'avais des pensées de ne plus vouloir être là. Très reconnaissante, et maintenant je suis sous antidépresseur. Et ils m'ont réservé une visite hebdomadaire chez un thérapeute à partir de lundi et un rendez-vous avec le psychiatre dans 2 semaines.
Ils m'ont demandé si je voulais être prise en charge pendant un certain temps, mais j'ai dit non pour l'instant. J'ai vérifié 2 fois avec mon obstétricien si le médicament est sans danger pour moi avec les autres médicaments que je prends, et elle a dit oui. Mais j'ai réalisé pendant ma séance que j'ai mentionné me sentir déprimée et seule à elle, et elle a juste dit que c'était normal. Je veux changer d'obstétricien, mais je ne sais pas si c'est sage étant donné que je suis presque au terme et elle est l'une des meilleures de la ville. Mon partenaire se sent vraiment coupable de ne pas avoir remarqué plus tôt que quelque chose ne va pas. Il m'a trouvé par terre dans la salle de bain et il veut aller en counseling de couple dès que je me sentirai prête. Tout cela s'est produit si rapidement et ma tête tourne encore, mais je suis si heureuse que quelqu'un m'ait vu pour moi pour la première fois en moi. Merci encore à tous ceux qui ont commenté. Je l'ai vraiment lu chaque commentaire. En mai 2025, quelque chose s'est produit qui a complètement bouleversé ma mère. Et honnêtement, ça m'a bouleversé moi aussi. Elle est handicapée, utilise un fauteuil roulant, a besoin de dialyse et dépend de moi pour presque tout. Il y a eu cette situation chaotique dans notre appartement. Beaucoup de cris, beaucoup de confusion, des gens disant différentes choses et tout a dégénéré en quelque chose qui ne me semble toujours pas réel. Je n'aborde même pas qui a dit quoi, mais il y avait des choses dites en face de moi qui ne correspondaient pas à ce qui était dit plus tard. Voir tout cela en vidéo après coup a fait chuter mon estomac. Le moment que je ne peux pas laisser partir est lorsque l'officier parlait à ma mère de pourquoi j'étais arrêté. Elle avait peur, était confuse, tremblait et elle a demandé « Qui va prendre soin de moi ?» Je le jure, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se briser. Je ne l'ai jamais entendu avoir l'air comme ça. C'était comme si elle avait complètement perdu son sentiment de sécurité à ce moment-là. Elle a raté son rendez-vous de dialyse à cause de tout ce qui s'était passé et a fini aux urgences des jours plus tard. Par la suite, sa santé mentale a chuté. Elle était anxieuse tout le temps, pleurait, avait peur, remettait tout en question. J'ai essayé d'être fort pour elle, mais je repasse toujours ce moment en boucle. Je ne nomme personne. Je n'essaie pas de créer du drama. J'avais juste besoin de dire ça quelque part car le garder à l'intérieur est trop lourd. Merci d'avoir lu. Moi, une jeune fille de 16 ans, j'ai fait pipi au lit quasiment toute ma vie et je n'arrive pas du tout à m'arrêter. C'est tellement gênant et ça m'est même arrivé chez des amis. Ma vessie est déjà très faible, donc je dois aussi faire face à des accidents en public, mais à l'école. J'ai essayé de ne rien boire après 20 heures et de porter des couches pour adultes, mais ça n'aide pas vraiment puisque ça fuit quand même. J'ai supplié mes parents pendant des années de me trouver des médicaments ou quelque chose pour m'aider et on m'a emmené chez le médecin à ce sujet en année 2, entre 6 et 7 ans. Mais ils ont dit que c'était normal et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'essaye d'obtenir un rendez-vous avec l'équipe d'incontinence à ce sujet depuis juin, mais ils n'ont été d'aucune aide. J'ai arrêté de sortir avec des gens, j'ai arrêté de dormir chez les autres et j'ai même peur de laisser mon copain dormir dans le même lit que moi. Heureusement, mon copain est déjà au courant de ce problème et n'est pas jugeant ou horrible à ce sujet. Mais je me sens mal parce que je sais à quel point c'est énervant et dégoûtant à gérer. Je viens du Royaume-Uni. Merci pour tout le soutien et les conseils. J'ai déjà été testé pour le diabète puisque ma mère et mon grand-père en sont atteints et je ne l'ai pas. J'utilisais de la kétamine assez lourdement pendant quelques mois, mais je n'ai pas utilisé depuis environ 1 mois et je ne compte pas recommencer. Mes parents essayent m'aider, mais ma famille traverse beaucoup de choses depuis 10 ans, surtout ma mère qui m'a le plus soutenu. Je suis aussi ADHD si ça peut aider. Moi, un homme de 28 ans, j'ai pris l'avion des dizaines de fois. Mais quelque chose dans ce vol matinal m'a brisé. Peut-être le manque de sommeil, peut-être le stress, peut-être rien du tout. À mi-parcours du décollage, ma poitrine s'est serrée et j'ai commencé à trembler. J'ai essayé de le cacher, mais je suppose que je n'étais pas subtil. La femme à côté de moi, peut-être la quarantaine, a posé son livre, a touché délicatement mon coude et a demandé « Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir compagnie un moment ?» Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai hoché la tête. Elle a tenu ma main. Une parfaite étrangère. Aucun jugement, aucune question étrange. Juste une présence stable. Quand l'avion s'est stabilisé, je me suis excusé. Elle a secoué la tête et a dit « Tout le monde a besoin de quelqu'un parfois ». Nous avons à peine parlé ensuite, elle est retournée à son livre. Quand nous avons atterri, elle m'a dit de boire de l'eau et de prendre mon temps. Puis elle a disparu dans la foule. Ça fait 4 mois et je pense encore à elle. Pas de manière romantique, juste de manière humaine. Je ne savais pas qu'un étranger pouvait être la raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondré ce jour-là. J'étais enfant unique jusqu'à l'âge de 12 ans. Je savais que j'avais un grand frère, mais il est décédé à l'âge de 3 ans et je n'avais que quelques mois.
J'ai découvert que j'avais 2 frères et sœurs plus âgés lors des funérailles de ma tante. Ils avaient été adoptés. Ma sœur aînée est allée à l'enterrement et c'est là que je l'ai rencontrée et que j'ai appris leur existence. Ma mère était également enceinte à l'époque et a finalement donné naissance à ma petite sœur. Avance rapide jusqu'à l'âge de 17 ans, maintenant, il y a quelques mois, j'ai découvert que j'avais 2 autres frères et sœurs seulement quelques mois plus âgés que moi, du côté de mon père, vivant seulement à un état de distance. Je ne les ai toujours pas rencontrés. Je suis honnêtement effrayé et je ne sais pas comment m'y prendre. Ces dernières années ont été très bouleversantes en ce qui concerne ma famille. Pourtant, je suis très triste d'avoir grandi seul pendant ces années. J'étais très seul. Tout le monde avait des frères et sœurs, sauf moi, seulement pour découvrir que j'en avais tout au long. J'aurais aimé pouvoir les connaître plus tôt. Tout est si gênant maintenant. Je suis proche de ma sœur aînée, mais pas de mon frère. Il ne veut vraiment rien avoir à faire avec ma branche de la famille, et je ne lui en veux pas pour cela. Il est difficile pour moi d'interagir avec ma petite sœur. Je n'ai pas été beaucoup entouré d'enfants, donc c'est juste gênant. Dans un récit émouvant et captivant, une fille raconte sa lutte de toute une vie pour obtenir l'amour et l'approbation de son père. Née de parents irlandais en Angleterre, elle a subi des critiques constantes et des exigences impossibles de la part d'un homme qui reniait ses origines et imposait l'assimilation. Malgré ses efforts incessants, être major de sa promotion, entrer dans des universités prestigieuses et même se convertir au catholicisme, rien ne pouvait gagner ses éloges ou son affection. Son mépris pour ses choix et ses origines n'a fait que croître au fil des années, culminant dans une confrontation dramatique lors du 40e anniversaire de mariage de ses parents. Dégoûtée par ces insultes ivres, elle a quitté la célébration et coupé tout contact. Le tournant est arrivé lorsque sa mère a rendu visite récemment et a reconnu le fardeau émotionnel qu'elle avait porté pendant des décennies. Dans une série d'aveux poignants, sa mère a validé sa douleur, condamné le comportement de son père et l'a assuré qu'elle était aimée sans condition. L'histoire se termine sur une note d'espoir, la fille ressentant un sentiment de liberté et d'acceptation de soi. Elle n'est plus définie par les attentes de son père, seulement par les siennes. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 11 ans. Je n'étais pas explosif, mais ce n'était pas amical non plus. Ils parlaient à peine au-delà de la logistique. Ma mère est décédée soudainement l'année dernière et mon père n'a pas assisté à l'enterrement. Il a envoyé des fleurs et un court message. Je pensais qu'il en avait juste fini avec ce chapitre. Il y a 2 semaines, je me suis arrêté devant sa tombe après le travail. Je n'y vais pas souvent parce que ça semble encore irréel. En m'approchant, j'ai vu des fleurs fraîches, des fleurs sauvages, pas achetées en magasin. Pas de carte. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'attention. La semaine suivante, même chose. Cette fois-ci, j'ai vu quelqu'un s'éloigner. C'était mon père. Il avait l'air tellement différent. Un peu petit, comme s'il portait quelque chose de lourd qu'il ne posait jamais. Je ne lui ai pas crié, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai regardé retourner à sa voiture. Quand je lui ai demandé hier, il a gelé. Puis il a dit « Ta mère était la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai gâchée. » Je n'ai pas le droit de dire ça à voix haute, alors je le dis là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça m'a brisé. J'ai l'impression de pleurer une toute nouvelle version de la relation de mes parents que je ne savais pas exister. Je suis une femme de 33 ans et je ne sais pas comment expliquer cela sans paraître ridicule, mais j'ai pleuré dans une cabine de toilette au travail aujourd'hui. Parce que mon manager m'a dit « Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. » C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Mais j'ai passé toute ma vie en mode survie. Pendant mon enfance, tout était urgent, tout était cri, tout était « Pourquoi ne fais-tu pas plus ?» Mon système nerveux est resté coincé en mode « Allez, allez, allez » pendant des décennies. Aujourd'hui, quand j'ai accidentellement raté une feuille de calcul et présenté mes excuses environ 5 fois en 30 secondes, il a juste souri et a dit « C'est bon, prenez votre temps ». Mon corps entier s'est arrêté. Mon cerveau ne savait pas comment traiter la gentillesse, ou la patience, ou la sécurité. Ça a juste craqué. Je me suis enfermé dans les toilettes et j'ai pleuré en silence parce que, apparemment, mon corps pense toujours que la compassion est une sorte de piège. C'est fou comme la douceur semble étrangère. Je pensais avoir dépassé mon enfance. Il s'avère que des parties de moi ne sont jamais parties. Peut-être que j'aurais dû utiliser de meilleurs mots ou expressions, mais c'est vraiment ce que c'est, la culture du plan cul. Et c'est nul. Je suis juste en train de râler, alors allons-y. J'ai 23 ans et je suis une femme. J'ai un enfant, juste pour le contexte, pas que ça importe trop, mais peut-être que si.
Maintenant, je ne cherche pas de relation ou quoi que ce soit de très sérieux. Il semble que personne ne le fait à mon âge, et j'aimerais penser que je suis assez attirante, je suppose. Pourquoi est-il si difficile de trouver l'intimité? Je veux que les mecs arrêtent de m'envoyer des messages juste pour un plan cul. Je suis plus qu'un joli visage, et j'ai l'impression que personne ne cherche vraiment à me connaître. Ils veulent juste coucher avec moi. Les rencontres en ligne, la vraie vie, je ne peux pas y échapper. Je ne dis pas que je suis une bombe ou quoi que ce soit, je ne veux pas dire ça du tout. Peut-être que ce n'est pas la culture du plan cul, et que je veux juste que les gens voient plus de moi. Ce n'est même pas la façon dont je me représente. Vous ne pouvez pas me regarder et dire « Ouais, elle est partante ». Je mets même dans mes bios « Je ne veux pas de plan cul » et je vous jure que ça empire. J'avais juste besoin de le dire. Désolé si ça n'a pas de sens. Il est 6 h du matin et je suis fatigué.